Pardonnez-moi avec le matin dimanche. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Vous êtes Valéry Giscard d'Estaing, acteur et témoin de l'histoire de l'Europe, européen vraiment, par toutes les fibres, dès vos premiers mandats. Si vous permettez, commençons par là. La vocation européenne, cette passion européenne, le plus loin que vous remontiez, c'est quand? C'est la guerre, en fait. J'ai fait la guerre très jeune, puisque j'avais 19 ans. Dans l'armée franco-américaine, il n'y avait pas d'armée française proprement dite, mais il y avait une armée qui avait été équipée par les Américains. On faisait partie de l'armée américaine qui remontait de la Méditerranée en direction de l'Alsace, puis le pays de Bade, puis finalement le lac de Constance, et puis l'entrée en Autriche. Et j'ai vu le déchirement de l'Europe, en fait. En même temps, la parenté de l'Europe, parce que dans les paysages qu'on traversait, on pouvait être en Alsace, on pouvait être dans le pays de Bade, il y avait une sorte de parenté. Et je me suis dit que finalement, il ne fallait plus recommencer, que c'était une épouvantable épreuve pour tout le monde. Et déjà, vous êtes au cœur de l'histoire en août 1944, la libération de Paris, vous y êtes, vous participez. Voilà, j'y participe. La vérité, c'était pour moi une espèce d'épreuve de vérité, parce que j'étais dans la petite unité de rébellion pour la libération de Paris qui se tenait entre le boulevard Saint-Germain et la Seine. Il y avait comme prolongement la préfecture de police, des espèces de petits quadrilatères, mais les Allemands étaient encore dans la ville, leur quartier général était encore dans l'hôtel Meurice, et s'ils avaient voulu liquider ce que nous étions, nous n'avions pas de véhicules, nous n'avions pas de chars, etc. Ça aurait été fait. Il y a des moments d'une intensité incroyable quand vous êtes, je crois, dans le premier char qui entre dans Constance. Vous défilez devant le général de Gaulle, ensuite c'est en juillet 1945. 45. L'image qui vous reste de ça, on vous imagine jeune homme. Ces images, Ouais. il se trouve que j'ai une très bonne mémoire visuelle. Donc je me souviens de toutes les images de ma vie, en fait. Et si vous m'interrogez sur celle-là, je peux vous décrire ce qui s'est passé et ce que j'ai ressenti, qui était une très forte émotion. D'ailleurs, lorsque j'ai été président de la République, j'ai refait un défilé à la Bastille. Parce que le défilé traditionnel, c'est sur les Champs-Élysées, tout le monde le connaît. Mais moi, je vais défiler à la Bastille devant le général de Gaulle, et je voulais le refaire une fois. En 1974, ce coup de jeune qu'il y a eu sur la France et sur l'Europe, c'est frappant en images, quand vous marchez, quand vous êtes à pied sur les Champs-Élysées, tous ces moments où tout à coup, il y a un coup de jeunesse sur l'Europe. Oui, c'était la vraie jeunesse, et elle était marquée en même temps par l'expérience, le fait que nous avions fait la guerre. J'ai à tout moment repensé à mes souvenirs de guerre, parce que c'est quand on a 19 ans, 20 ans, naturellement, ça vous marque fortement. Et donc, pour moi, la construction de l'Europe pacifique, c'était un objectif fondamental. La première fois que j'ai vu un Allemand dans ma vie, c'était pour tirer dessus, au canon, dans une fenêtre. Donc, c'était vraiment un changement complet. Quand vous voyez Emmanuel Macron aujourd'hui, président jeune, très européen, vous vous dites c'est un héritier? Il est convaincu, c'est un Européen convaincu. Et il cherchera, et j'espère trouvera, les solutions qui sont nécessaires à l'heure actuelle. Comme on l'a déjà dit, nous avons des élections européennes dans 2 ans. Il faut que dans la population de l'Europe, dans les gens qui vivent ici ou là, les jeunes, les moins jeunes, ils se disent, mais c'est une occasion positive, on va pouvoir faire quelque chose, et non pas une occasion punitive, on va pouvoir sanctionner une mauvaise gestion. La jeunesse, il y a une photo de vous avec
Kennedy, par exemple, qui date, je crois, des années 60-62, c'est avant la présidence. Mais évidemment, c'est très frappant. Hein, c'était une nouvelle génération. Vous le ressentiez à l'époque? Oh, complètement, parce que Kennedy également avait fait la guerre dans le Pacifique, avait eu un accident, avait d'ailleurs une sorte de handicap physique, je crois, dans la colonne vertébrale. Et donc, quand il vous recevait assis dans un fauteuil un peu adapté, en quelque sorte. En même temps, il était très jeune physiquement et intellectuellement, très aimable, très courtois. Un autre monde, en fait. Le renouveau que ça représentait à l'époque, on l'a rappelé après le décès de Simone Veil, c'était évidemment l'introduction de l'avortement. Ça a été non seulement pour la France, mais pour toute l'Europe, un moment extrêmement fort. Ça, moralement, pour vous, ça a été un saut majeur? Alors, c'est d'abord moi qui l'ai proposé dans ma campagne présidentielle, c'est-à-dire avant la loi. Et pourquoi? C'est parce que j'avais ressenti très profondément l'injustice qui existait. Lorsqu'une jeune femme de la bourgeoisie avait un problème d'avortement, elle pouvait aller dans les pays voisins. La législation était libre. Elle pouvait aller en Belgique, elle pouvait aller en Suisse, elle pouvait aller en Grande-Bretagne. Mais quand la même personne avait été victime d'une agression sexuelle et n'avait pas de ressources ni de relations, elle se faisait avorter et elle pouvait être condamnée. Condamnée à 6 mois de prison ferme. Alors les tribunaux, d'abord, étaient remplis de gens qui vociféraient contre, qui protestaient, ainsi de suite. Et c'était vraiment sur le plan humain quelque chose qui m'a profondément choqué. Il y a ce parcours d'une extrême brillance. Vous rappeliez le rôle que vous avez donné le général de Gaulle. Il disait « vous êtes le meilleur argentier ». De Gaulle, c'était une admiration intégrale? Intégrale. C'est le grand homme? Une admiration, un étonnement, parce que c'était un personnage extraordinaire, avec une mémoire extraordinaire, des intérêts matériels absolus, une vision historique partant d'assez loin dans le passé, essayant de se projeter vers l'avenir. Donc c'était un personnage extraordinaire. Et il était tellement intimidant qu'au début, je n'osais pas m'adresser directement à lui. Je ne pouvais pas dire « pensez-vous que, savez-vous que ?» Je faisais des phrases contournées de façon à marquer le respect que j'avais pour lui. Il y a cette légende. Est-ce que c'est une légende de Gaulle qui avait une admiration pour vous très forte, intellectuelle, mais disant « le seul problème de Giscard, c'est le peuple » ? C'est une phrase qu'on lui a prêtée souvent. Est-ce qu'elle est vraie? Oui, bon, ça fait partie de ces phrases inventées qu'il ne m'a jamais dites. Et donc, je ne sais pas s'il a pu le dire à d'autres. Mais d'abord, c'est une phrase, dans ce cas-là, inexacte. Parce que pendant ma présidence, sauf 2 mois, mes sondages ont été toujours au-dessus de 60%. Eh bien, cherchez dans le monde moderne des présidents ici ou là qui ont, sur la longue durée, des sondages de plus de 60%. L'expérience de l'État, vous l'avez vécu comme très peu d'hommes. Il y a le film extraordinaire sur vous de Depardon qui suit votre élection, votre victoire de 74. Et ce moment où vous êtes dans votre bureau, je crois que c'est au Louvre, vous êtes alors ministre des Finances, et vous êtes seul. Alors vous parlez au téléphone avec votre ami Poniatowski, mais vous êtes seul avec le chien. Oui. Ça paraît incroyable. Oh non, c'était mon bureau. Vous savez, moi, le monde s'agite autour de vous et c'est la solitude. Alors, il y avait un écran de télévision, qui n'était pas très grand, c'était gros comme ça. C'était en noir et blanc, naturellement. Et on annonçait les nouvelles à 8 heures. La campagne avait été assez ardente et mon compétiteur, c'était donc François Mitterrand, qui avait été déjà 2 fois candidat contre De Gaulle, qui avait donc une grande expérience de tout cela. Et ce qui fait que jusqu'au dernier moment, on s'est posé la question de savoir qui gagnerait. Je crois que je l'ai emporté à cause du débat télévisé, dans lequel je l'ai mis en difficulté parce qu'il l'avait préparé
parfait préparé, en fait, avec des sophismes que j'ai démontés simplement en lui disant Monsieur Mitterrand, vous n'avez pas le monopole du cœur. Alors ça l'a tellement stupéfait que le reste de son discours jusqu'à la fin était un peu flottant. Et ça, pardon, c'était improvisé? Complètement improvisé, Ouais. oui. Et vous avez vu dans son œil qu'il prenait le coup? Oui, parce qu'il avait prévu, c'est quelqu'un de tout à fait excellent débatteur. Et alors, il avait prévu un numéro qui était d'énumérer toutes les catégories françaises malheureuses. Il y en avait les chômeurs, les personnes âgées, les gens handicapés, ainsi de suite. Et il m'a dit après, quand j'ai revu, il m'a dit à ce moment-là, j'ai pensé que je perdrais l'élection. Comment est-ce qu'on retient les coups quand on est vraiment comme ça dans un moment historique? On a beaucoup dit, par exemple, qu'il y avait des allusions discrètes à la deuxième famille de Mitterrand, à Clermont-Ferrand, mais que c'était juste une allusion pour dire « Attention, je sais ». Non, c'était une allusion très discrète. C'était pour lui. Ouais. Ce n'était pas pour le public. Parce qu'il avait en effet une liaison avec une personne d'ailleurs tout à fait remarquable et charmante, qui habitait à 7 km de chez nous, en Auvergne, et où il venait la voir. Et c'était loin de Clermont-Ferrand, pas très loin, enfin 10 km, 12 km, et c'est la même route que nous prenions pour aller chez nous, en fait. Donc il savait que j'avais beaucoup d'informations sur tout ça, mais je ne voulais pas l'utiliser. D'ailleurs, je n'ai pas dit un mot dans la campagne. Simplement, quand on a parlé de l'économie, et qu'il disait que toute l'économie